J'ai longtemps laissé croire que ma mère était encore en vie. Je m'évertue désormais à rétablir la vérité dans l'espoir de me départir de ce mensonge qui ne m'aura permis jusqu'alors que d'atermoyer le deuil. J'ai encore sur le visage la cicatrice de cette disparition, et même s'il m'arrive de l'enduire d'une couche de joie factice, elle remonte à la surface lorsque s'interrompt soudain mon grand éclat de rire et que surgit dans mes pensées la silhouette de cette femme que je n'ai pas vue vieillir, que je n'ai pas vue mourir et qui, dans mes rêves les plus tourmentés, me tourne le dos et me dissimule ses larmes. J'appris la mort de ma mère en 1995. Étudiant, j'habitais dans un petit studio du 9e arrondissement de Paris, rue Bleue, depuis plus de 6 ans. On m'attendait à Pointe-Noire pour les funérailles et le téléphone sonnait sans relâche. Un cousin me pressait de descendre au pays. Ma tante, Dorothée, menaçait de se donner la mort si je n'arrivais pas. Mon cousin, Kiwari, hurlait que ce serait une malédiction si je ne prenais pas le premier avion. Je ne décrochais plus le téléphone. J'étais comme paralysé par la nouvelle, et ces supplications venues de plusieurs milliers de kilomètres me poussaient encore plus dans mon retranchement. Le monde me semblait étriqué tandis que les heures avaient cessé de s'écouler. Même lorsque je montais les escaliers de notre immeuble, je dépassais mon studio et arrivais au 6e étage alors que je résidais au 2e. Je ne fis pas le déplacement. En réalité, je redoutais le face-à-face avec le corps de cette femme que j'avais laissée souriante, pleine de vie. Mon appréhension de la revoir inanimée était nourrie par une attitude qui remontait à l'enfance. En ce temps-là, comme beaucoup d'autres gamins de mon âge, j'avais la phobie des cadavres. Surtout qu'on les exposait au milieu de la cour afin que la population vienne leur rendre un dernier hommage. Tout le monde devait donc passer devant le disparu, se courber à quelques millimètres de lui et lui susurrer des mots d'adieu. Une proximité que nous autres, enfants, redoutions, car dans notre esprit, les morts erraient d'abord quelques semaines sur Terre, et en attendant leur départ définitif, ils épouvantaient les vivants, enfin surtout les gamins, qu'ils avaient vus pendant les funérailles. Alors pourquoi eux? Parce que les disparus avaient besoin de leur innocence pour survivre au cours de ces quelques jours qui précédaient leur départ. Mon avion est prévu ce soir à 23 h. Je repars donc ce jour, un dimanche si tranquille que même les voitures roulent au ralenti sur l'avenue du Général de Gaulle, alors que dans la semaine, cette artère est l'une des plus animées de la ville. Du balcon, je considère l'hôpital. Adolphe Cissé sans me rendre compte que mon café a refroidi. 2 corbeaux se bécotent au-dessus de l'établissement hospitalier. Hier, j'ai tenu à ne rencontrer personne. Je suis resté seul dans l'appartement à tourner en rond entre le balcon, le salon et la chambre à coucher. C'est le jour où j'ai mis le plus le nez dans mes écrits. Épuisé, je me suis assoupi, rêvant que j'avais des ailes, que je traversais une forêt, jusqu'à échouer dans un village où ma mère avait acheté un vaste champ de manioc et de maïs et avait construit une maison en terre cuite. Je me suis réveillé en sursaut à cause du bruit de la fenêtre qui s'était refermée violemment avec le vent. J'ai regardé pendant longtemps le tableau accroché au mur. La femme, triste, m'a souri. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai cru au moment où je me suis approché d'elle et que j'ai senti son visage se détendre, ses yeux s'illuminer avec la lueur du jour. Elle avait tout à coup les traits de ma mère. Au fond, cette ville et moi sommes dans une union libre. Elle est ma concubine et cette fois, je semble lui dire adieu. L'émotion est si vive qu'aucune larme ne coule de mes yeux. J'entre enfin dans le taxi avec une interrogation qui ne me quitte pas et à laquelle je sais que je ne pourrai donner une réponse exacte. Quand reverrai-je encore? Quand reviendrai-je encore à Pointe-Noire?
Je parle une minute ou pas? Vous voulez pas? Vous voulez que c'est un auteur que je peux parler une minute? Ah oui, bien sûr. Bon, je vais pas dire ça par... je l'ai très mal lu, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Je suis désolé pour lui, mais pour moi, c'est un immense auteur. C'est un livre que je vous conseille de lire. Voilà. Je l'ai vraiment mal transmis, je ne suis pas content, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a un parfum quand même. Et je connaissais ce monsieur par d'autres livres, Mémoire d'un porc épique. Et puis je suis tombé sur ce livre et puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Voilà, je vais juste raconter la petite anecdote. Bon, d'abord, je trouve que c'est un immense monsieur, c'est un immense auteur, il a un parcours incroyable. Moi, le truc de la bibliothèque qu'il me l'a raconté, c'est vraiment vrai. Il a tout lu, quoi. Et il a une culture absolument phénoménale, c'est un homme charmant qui fait vraiment de maître, hein, comme dit sa tante. Et moi, j'étais très touché par ce livre, voilà. Vraiment, j'ai trouvé ça fort. De revenir 25 ans après dans un pays, comment il en parle. J'ai trouvé ce livre universel, enfin, je sais pas, il y a une force dans cette écriture. J'en parle peut-être très mal, mais il y a une vraie force. Puis en plus, j'ai lu là, je sais plus qui m'a dit qu'il allait venir enseigner en France. Je trouve ça bien. Et juste je vous raconte la disponibilité de cet homme. Donc à Nantes, on m'a invité pour un week-end sur la lecture des auteurs africains. J'ai eu la chance d'être convié et j'ai lu un tout petit morceau, le passage avec sa maman, le tout début. Mais on ne s'était jamais rencontrés, lui et moi. La directrice du théâtre, je la connais très bien, elle le connaît aussi, ils sont amis. Elle lui avait parlé de moi, mais il ne savait pas qui j'étais. Et je me suis dit, mais comment on va se rencontrer? J'étais intimidé, très intimidé par lui. Et il y avait le hall du théâtre qui était plein de gens, vraiment beaucoup de gens, plein de livres partout, c'était vraiment formidable. Et j'étais là, une porte s'ouvre au loin et il apparaît, mais je ne savais pas que c'était lui, sincèrement. Mais bizarrement, j'ai fait comme ça, bon, peut-être par la taille aussi. Hein, et il est venu directement vers moi, il m'a dit bonjour, ça va? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit voilà, je m'appelle Patrick Pinot, il me dit oui, oui. Et puis il ne savait pas. Il dit ben, je vais lire tout à l'heure un petit morceau de ah bonjour, c'est super, je suis un ami de Catherine et tout, ah mais c'est très bien, je suis très content que vous lisiez mon livre, un petit morceau de mon livre. Et je dis ça parce que c'est assez rare la suite, pour moi. Je lui dis voilà, est-ce que vous accepteriez que, puisqu'il vit pas mal aux États-Unis, que de temps en temps, comme ça, pour travailler autour de ce roman, de ce livre, de cette, aussi bien en atelier qu'en lecture, est-ce que vous accepteriez que je travaille sur vos textes? Et là, il m'a fait une réponse incroyable, il m'a dit, vous prenez tous les livres que vous voulez de moi, vous en faites ce que vous en voulez. C'est fait pour être lu, c'est fait pour circuler. Il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de signature, on s'est serré la main, et puis c'est tout. Et de temps en temps, par mail, je lui dis, je lis. Je vous raconte ça parce que c'est énorme pour moi, ça. Parce que souvent on garde, on est là, on dit non, c'est à moi, non, faut pas toucher, il faut pas enlever ce mot-là. Ah là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui, il offre. Voilà. Et ben son écriture, elle est comme cet homme pour moi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Hommage à Alain. Merci.